éclairage. Bonjour et bienvenue à tous. Pour une nouvelle société, il faut des nouvelles valeurs. Dans notre approche de trismégiste, l'art et la culture jouent un rôle très important. Par exemple, nous nous nourrissons de la musique qui adoucit les mœurs, ce qui explique l'appel au génie de juge Michael Pay, qui est non seulement expert juridique en droit international public et formé à Harvard, mais c'est un virtuose en jazz. Michael a pris sa retraite après 33 ans avec le département d'État américain et actuellement est juge pour le tribunal administratif de l'Organisation des États américains. Il accepte d'interpréter pour nous au piano une œuvre musicale de Charles Lloyd. Je vais passer la parole à Michael qui va nous dire en 2 mots la raison de son choix pour cette œuvre. Merci. Allez-y, Michael. Merci beaucoup, Ozang, et bonjour à tout le monde depuis Washington, D.C., les banlieues de Washington. C'est un honneur d'être invité, d'assister à cette conférence débat et spécialement d'offrir un petit morceau musical qui, je le vois comme une petite bénédiction à cette conférence débat. Le nom de ce morceau, en anglais, c'est Forest Flower. En français, Fleur de forêt. Et par le grand compositeur Charles Lloyd. Je l'avais choisi pour correspondre à la thème de cette conférence. De forêt essaie de pousser et de chercher le soleil pour accroître. Donc, c'est pour ça que je veux que cette fleur de forêt représente cette conférence débat.
Et voilà. Merci, Michael. Merci. Bravo. De bien. Merci. Un plaisir. Merci infiniment, Michael, vraiment. Super. Bien, mes chers amis, on va tout de suite commencer le travail. Je crois qu'on ne va pas tarder davantage. On va donner la parole à Michael Moller, ex-directeur général de l'Office des Nations Unies à Genève, qui a un itinéraire diplomatique extrêmement riche et une expérience tout à fait particulière. Et donc, on va lui demander de tout de suite prendre la parole pour une quinzaine de minutes. Et puis ensuite, nous allons tâcher ensemble de mettre nos esprits en réseau et nos intelligences en réseau. C'est vraiment l'idée de ces rencontres-là. C'est produire quelque chose de plus que ce que l'on peut produire à titre purement personnel. Alors, évidemment, tout le monde a remarqué que la technologie est encore hésitante et nous espérons qu'avec le temps, nous allons pouvoir avoir un rendu de plus en plus maîtrisé et de plus en plus parfait en termes d'écoute, en termes de fluidité. Mais tout cela va venir. Nous sommes une trentaine. Il est possible que tout le monde puisse pas prendre la parole, mais ce n'est pas très important. Enfin, on fera en sorte que tous ceux qui souhaitent prendre la parole le fassent. Mais il faudrait savoir que tout cela s'inscrit dans la durée. C'est une expérience à laquelle nous invitons vraiment tous nos amis à nous rejoindre, ceux qui viennent avec nous pour la première fois, qui s'inscrit dans le temps. Nous pensons faire une régularité de 1 fois par mois. Et donc, c'est vraiment un cheminement collectif. Donc, ce qui fait que, je pense, nous aurons largement le temps d'apporter chacun sa contribution à la conférence de Michael. S'il te plaît, Michael, si tu veux bien prendre la parole. Merci Fawzi. Merci premièrement à Mike pour sa musique. C'est un beau commencement pour notre soirée. Donc Fawzi m'avait demandé de dresser un peu le cadre dans lequel va se situer notre conversation ce soir. Et j'ai pensé que ce serait peut-être bien, peut-être un peu triste, mais quand même bien de se rappeler un peu de où on est, où se situe le moment historique dans lequel on se trouve pour le moment. Il y a beaucoup d'éléments qui s'enchaînent et qui nous mènent à un moment vraiment très difficile dans l'histoire de notre planète. Donc je commence pas nécessairement je cite pas nécessairement selon les priorités, mais simplement puisqu'on parle de repenser le multilatéralisme, je commence à parler un peu de où on est dans cette transition de gouvernance dans laquelle on a été depuis un bon moment. Donc c'est comme je dis, on se trouve, et le monde se trouve dans une transition de gouvernance qui dure depuis quelques années et qui est caractérisée par, d'un côté, un système qui devient de plus en plus périmé, État-centrique, où l'État est ou était le seul acteur qui était détenteur du pouvoir et de la structure décisionnelle. Un système qui est d'une manière asymétrique sur la défense, et on parlera un peu de ces réflexes de défense, comment ils se manifestent aujourd'hui. Et cette tendance, selon moi, et cette transition va vers un système que j'appellerais polycentrique, multi-acteurs, pas encore entièrement structuré ou validé ou même légitimisé. Une structure où il y a d'autres personnes autour de la table décisionnelle et vers laquelle on bouge, et on bouge relativement vite. Et je crois que la pandémie dans laquelle on est depuis quelques mois a accéléré ce processus. Mais quand même, on est dans une situation entre deux chaises, qui est une situation un peu inconfortable. Et c'est toujours une situation qui, historiquement, est un moment où il y a pas mal de bêtises qui se passent. Et je crois qu'on peut dire très clairement que c'est le cas maintenant. On vit aussi, et ça fait partie de cette transition, dans une évolution de défaillance de la qualité au niveau du leadership international et national. Une transition qui pousse cette tendance et une réalité qui pousse cette transition vers un autre genre de gouvernance qui est beaucoup plus
collaboratif. Et une transition donc où on voit d'autres acteurs venir sur la surface. Et dans le domaine politique, si vous voulez, une des tendances qui est très claire, c'est que de plus en plus, si on veut vraiment avoir le conseil et l'action de politiciens qui ont des idées qui sont innovateurs, qui font bouger les choses, c'est surtout les maires des grandes villes à travers le monde. Ce n'est pas nécessairement les leaders au niveau national. Il y a, comme j'ai dit avant, des réactions diverses parmi les pays du monde à cette réalité. Elle est asymétrique. Certains pays s'adaptent et commencent à intégrer dans leur conversation et dans leur planification d'autres acteurs de la société civile, du monde des affaires, etc. Et d'autres sont sur la défensive. On le voit très clairement, plusieurs pays, et très certainement aussi certains des grands, qui, dans cette posture défensive, commencent à prendre des décisions et à changer la politique d'une manière qui est assez inquiétante et dans certains cas agressive. On voit la fermeture, on voit le nationalisme, on voit le multilatéralisme en panne, on voit la fragmentation de nos affaires, de la planète, on voit des confrontations qui s'accruent. Et on est maintenant dans une situation où on est peut-être déjà dedans, mais très certainement sur le seuil de une ou plusieurs guerres froides, très certainement entre la Chine et les États-Unis. On commence à voir les contours d'un problème entre les États-Unis et l'Europe, très certainement entre les États-Unis et la Russie. L'Europe et la Chine ont des problèmes, l'Europe et la Russie aussi. Enfin, ça, ce sont les grandes lignes qui sont très certainement pas à la même hauteur ou au même niveau de développement. Mais ce qui est surtout inquiétant, c'est cette grandissante enmité entre les Chinois et les Américains. Et ces situations de guerre froide, malheureusement, dans la situation où on est aujourd'hui, risquent de transitionner en guerre chaude. À un moment ou d'autre, les éléments sont là. Parmi certains des dirigeants et leurs conseillers des deux côtés, il y a un désir de transitionner vers des actions de ce genre. Et quand on voit en même temps ce qui se passe dans le domaine du désarmement qui est en train de collapser, où tous les efforts sur lesquels on a travaillé depuis plusieurs décennies sont en train d'arriver à zéro, inclus dans le nucléaire, où tous les accords et les traités qui ont été avec beaucoup de peine négociés durant ces dernières décennies, comme viennent à leur fin et ne sont pas renouvelés. Donc, on a des structures très tendues et une situation très tendue du côté de la gouvernance, du côté des relations entre États. À tout ça s'ajoutent les grands défis existentiels qui sont devant nous. Le climat, bien entendu, pour commencer. La santé, on l'a vu maintenant, les pandémies. Et ça va continuer. Beaucoup de gens croient, à tort, je crois, et certainement à tort selon les scientifiques avec qui je parle, qu'on aura bientôt un post-Covid, une situation où on n'aura plus de ça. Malheureusement, ça ne va pas être le cas. On va devoir vivre avec ça pendant plusieurs années et s'habituer comme on s'est habitué à la grippe, comme on s'est habitué à le sida, etc. On a des inégalités économiques et sociales croissantes dans et entre les pays, un gouffre agrandissant. Cette inégalité est un problème très sérieux pour la stabilité mondiale. La corruption, le même. On a un problème structurel, ce problème entre, d'un côté, les systèmes politiques de court terme sous lesquels la plupart de nos pays vivent, et le besoin d'appliquer des solutions long terme aux problèmes existentiels que je mentionne et d'autres. Et ce gouffre entre le système comme il est aujourd'hui et les nécessités dont on a besoin urgemment ne diminue pas malheureusement. Ça veut dire que, et je reviens à ce que je disais avant, les dirigeants à niveau national et international ne sont plus en mesure de vraiment prendre des décisions qui s'imposent, qui auront un impact dans 5, 10, 15 ans,
mais les structures politiques dans lesquelles on vit. Donc ça, c'est un des éléments qui doit être revu. On a des éléments comme le changement démographique qui va avoir un impact pas seulement sur la planète entière. Et il y a eu un rapport récemment, il y a quelques jours, d'une des universités américaines qui démontre qu'en fait, les calculs qui ont été faits par l'ONU ces dernières années s'est trompé et qu'il paraît qu'on aura mondialement 2 milliards de moins de gens vers la fin du siècle, mais qu'en fait, l'endroit où il y aura le plus de croissance, ce qu'on savait déjà, ce sera le continent africain, où il y aura entre 1 et 2 milliards de plus. Donc là, si on y pense un peu, ça va avoir un effet à temps moyen, mais aussi à temps long terme, sur toute une série de réalités et d'activités globales, sur les économies, sur la transition, sur le mouvement de personnes entre continents, entre pays. Ces mouvements démographiques vont avoir des effets économiques et sociaux de toutes sortes, quoi qu'ils soient. Je ne sais pas qui se trompe sur les chiffres, mais d'un côté et de l'autre, on arrive à la même conclusion, c'est qu'on aura des problèmes. Très certainement dans les pays occidentaux, en Europe, on est déjà à un moment où les naissances n'arrivent plus à balancer les disparitions. Donc, on a des populations qui sont en baisse fait sur le mouvement des gens. Et très certainement, on est dans une situation déjà depuis un bon moment où le continent africain, par exemple, a trop de personnes sans travail et où le continent européen n'a pas assez de personnes de remplir les postes de travail qui existent. Donc là, il y a, si vous voulez, un mariage qui doit se faire, mais qui doit être géré d'une manière très, il faut faire attention, avec beaucoup d'attention. Ajouter à tout ça le progrès technologique qui est en train d'accélérer. On a vu en fait ce qui s'est passé ces derniers 3 mois, l'impact de la pandémie dans laquelle on vit a catapulté la technologie dans nos vies, dans la manière dont on vit, dans la manière dont on apprend, dont on travaille, dont on communique comme on le fait aujourd'hui, dont on fait nos achats, dont on parle à nos docteurs, etc. Ça va rester, mais ça a fait que ça a été une catapulte, si vous voulez, en 3 mois, la technologie a pu s'insérer d'une manière qui aurait été, sous des temps normaux, disent nos collègues scientifiques, aurait pris probablement 10 ans. Ici, on a un problème d'adaptation, on a un problème et du côté individuel, mais aussi du côté des gouvernements et des structures qui donnent des services aux citoyens. Et tout ça doit être géré d'une autre manière de ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. La pandémie, pas seulement nous a servi la technologie dans nos foyers, mais nous a aussi démontré plutôt clairement les défaillances de gouvernance en ce qui concerne la capacité de collaboration et de coordination au niveau global, régional et interétatique. C'est clair que la manière dont a été gérée cette pandémie jusqu'à maintenant a été plutôt catastrophique dans beaucoup d'endroits et que si on avait eu une gestion globale, on aurait pu éviter la mort de plusieurs dizaines de milliers de personnes. Et donc ça, c'est vrai pour la santé. Malheureusement, je crois que ça va être vrai aussi dans le domaine économique et financier. Quoique on a vu des bonnes nouvelles hier en Europe où finalement l'Union européenne s'est mis au travail, s'est mis d'accord. Mais en général, je crois que les retombées économiques et financières de cette pandémie qui ne se sont pas fait sentir à 100% encore, on le voit déjà venir, si ce n'est pas géré d'une manière complètement différente de ce qu'on fait jusqu'à maintenant, d'une manière globale, un peu comme on a fait en 2008 durant la dernière crise financière, ça va avoir des impacts négatifs beaucoup au-delà de ce qui est nécessaire. À tout ça, et donc je peux parler beaucoup, je ne veux pas continuer. Ah bon, en fait, non, il y a un élément qui est essentiel dans tout ça, c'est que tous ces éléments que j'ai mentionnés, ça nous mène à une chose très fondamentale, c'est le manque de confiance
une crise de confiance qu'on vit dans toutes les sociétés, à tous les niveaux, qui est vraiment très, très difficile à gérer et qui mène à beaucoup des problèmes sociaux, pas seulement au niveau national, mais aussi au niveau international et régional. Et cette confiance, il faut qu'on la retrouve. La seule manière de retrouver la confiance des citoyens, c'est de prouver qu'on est utile et qu'on est utile dans leur vie, qu'on arrive à solutionner les problèmes, les gros problèmes qui sont devant nous. Et donc, ça, je reviendrai un peu à ça vers la fin quand je parle de où je crois qu'on doit aller. Tout ça, donc, ça nous mène à cette fourchette sur notre chemin collectif où on se trouve aujourd'hui. Une route nous mène vers un monde fragmenté, désolidarisé, où les valeurs universelles pour lesquelles on s'est tant battu ces dernières décennies et sur lesquelles on a bâti notre monde ces dernières 75 années sont mis de côté et bafoués. Un monde beaucoup plus dangereux, avec les risques, comme j'ai dit avant, de confrontations de toutes sortes, inclus armées, qui sont en hausse. Le risque aussi, comme j'ai mentionné, que les désaccords actuels entre la Chine et les États-Unis se traduisent à moyen terme à un monde coupé en deux systèmes économiques, deux Internet, deux sphères d'influence, et peut-être une guerre chose, et en plus de cette froide qui commence maintenant, et devient un élément vraiment très inquiétant pour la planète entière, surtout quand on comprend vraiment l'intégration de la planète qui s'est faite depuis ces décennies, qui va être extrêmement coûteuse et mauvaise à désintégrer. On voit et on vit le démantèlement du système international avec le système onusien à son centre, juste au moment où on en a le plus besoin. On voit et on verra comment ça va s'évoluer, mais on voit jusqu'à maintenant en tout cas une Europe désunie et encore plus affaiblie. J'espère que ce qu'on a vécu ces derniers jours, ça va être un commencement d'un redressement. Donc, les perspectives négatives sont potentiellement vastes dans ce scénario et je pourrais continuer pendant un moment avec ça, mais je crois que je vous ai assez déprimé. Et en plus, je voudrais faire un switch et dire que tout ça, ce n'est pas inévitable. L'autre route de cette fourchette nous mène vers un monde géré dans le cadre d'un multilatéralisme réinventé. Et ce scénario est ancré dans l'incroyable progrès que l'humanité a vécu ces dernières 75 années. Un monde dans lequel on a inventé une structure globale et collaborative qui a produit un niveau de paix et de bien-être qu'on n'a jamais eu avant comme race humaine. Bien entendu, la répartition de ces bénéfices a été inégale, elle a été asymétrique, et le prix qu'on paye aujourd'hui en termes de la catastrophe climatique et environnementale est très élevé et bien sûr un danger existentiel pour nous tous. Mais en moyenne, on vit mieux aujourd'hui, on est mieux éduqué, on est en meilleure santé, on meurt moins dans les guerres et des catastrophes actuelles que jamais avant, etc. Il y a tous les éléments d'une vie humaine, si vous voyez les statistiques et vous faites une analyse, montrent qu'on est arrivé à un moment comme j'ai dit, de paix, de bien-être et de droit qui est sans pareil avant. Et cette évolution durant ces dernières 75 ans nous a donné aussi, ce sont les moyens humains et financiers, le savoir et l'expérience de solutionner les problèmes d'aujourd'hui. Il y a quelques années, le monde s'est donné plusieurs feuilles de route, si vous voulez, positives. L'accord de Paris sur le climat, les objectifs du développement durable, les accords sur le financement du développement, et puis aussi la dernière était un accord sur comment on allait gérer les villes dans le futur. Tous ces accords ensemble nous ont donné une feuille de route globale assez extraordinaire qui nous montre la route où on doit, dans la direction dans laquelle on doit aller. Ce qui ne va plus, ce sont nos structures de gouvernance à presque tous les niveaux. J'ai mentionné les villes à un moment donné, c'est probablement une des exceptions
auxquels je vais pointer, parce que de plus en plus, on voit les villes prendre des responsabilités de gestion et de fournisson des services vers leurs citoyens, presque indépendants de leurs gouvernements nationaux. Et ça marche dans beaucoup d'endroits. Et ça marche aussi parce qu'ils se sont réseautés d'une manière assez extraordinaire de plus en plus. Mais c'est la solution de ces problèmes structurels vers lequel l'autre route nous mène. Donc, comme j'ai dit, vers un multilatéralisme réinventé, plus collaboratif, plus intégré, plus réseauté et plus diversifié. Un système sans silos, ce qu'on vit maintenant, où nos affaires et celles de notre planète sont gérées sur la base de cette feuille de route que je viens de mentionner, la feuille de route globale et locale, les ODD, SDGs en anglais, et avec la participation active d'une palette d'acteurs diversifiés et actifs. En premier lieu, je mentionnerai les femmes et une attitude totalement diverse sur la question des genres. On ne va pas s'en sortir si on laisse de côté la moitié de la population mondiale. Le monde des affaires, qui déjà commence à s'activer et qui commence de plus en plus à changer ses objectifs et ses priorités, et qui se rendent compte que s'ils ne font pas partie de la solution sociale et économique des sociétés dans lesquelles ils travaillent, ils vont perdre aussi, et ils vont fermer. La société civile en général, le monde académique, et pour moi, surtout les jeunes. Je crois qu'il faut structurer beaucoup mieux qu'on a fait jusqu'à maintenant, quoique ça commence, des conversations avec les jeunes, les faire entrer dans des systèmes de décision. C'est leur futur dont on parle. On a gâché la base de cette futur et il faut au minimum les faire entrer dans notre conversation et dans nos actions pour qu'ils font partie de la solution. Tout ça ne veut pas dire que les États et gouvernements vont disparaître, en tout cas au court, au moyen terme. Mais ça veut dire qu'ils ne seront plus les seuls autour de la table décisionnelle qui vont devoir s'adapter à la réalité, qu'il y aura d'autres acteurs avec qui ils doivent travailler en collaboration pour arriver à nos fins. Cette transition est déjà en route. Des structures polycentriques naissent un peu partout, chaque jour et de plus en plus. La prise de conscience et d'action, comme j'ai dit avant, dans les milieux d'affaires grandissent chaque jour. L'activisme des jeunes est en ébullition. Les citoyens s'activent un peu partout et s'organisent. On a vu ça très clairement dans plusieurs pays ces derniers temps, en ce qui concerne le racisme, en ce qui concerne le rôle des forces d'ordre, etc. Et le monde de la science, ça c'est très certainement ce qu'on a vu ces derniers mois, travaille d'une manière collaborative en dépit des différents politiques et régionaux. Et comme j'ai dit, ils ont aidé aussi à ce saut quantitatif de la technologie dans la manière dont on travaille et dont on communique et dont on gère. Je crois que c'est clair et certainement je le vois depuis quelques années maintenant dans la ville où je vis, à Genève, le centre opérationnel du système international. Ce gène collaboratif est en marche et il doit être encouragé et il doit être soutenu. La responsabilité collective et individuelle doivent être enclenchées d'une manière beaucoup plus active. Chacun d'entre nous a le devoir d'être beaucoup plus qu'avant un membre actif des communautés dans lesquelles on vit. Si, comme dans le passé, la plupart d'entre nous laissent agir nos gouvernements seuls, en espérant qu'ils nous sortiront du pétrin dans lequel se trouve notre monde aujourd'hui, on se trompe. Et on se trompe gravement. C'est seulement en baptisant une nouvelle solidarité renforcée et en créant un nouveau multilatéralisme à la hauteur des défis existentiels auxquels on fait face qu'on pourra s'en sortir et qu'on parviendra à nos fins. Et je crois que je n'exagère pas, quoique c'est un peu dramatique en disant que le sort de l'humanité en dépend. C'est pour ça que des rencontres comme celle qu'on a ce soir sont extrêmement importantes et tant d'autres similaires à travers le monde. Elles sont importantes mais il faut les réseauter parce qu'il faut absolument qu'on trouve des manières beaucoup plus actives, structurées
et bien mise en place, d'agir ensemble, et il faut se dépêcher. On n'a vraiment pas de temps à perdre. Merci. Merci infiniment, Michael, pour cet exposé remarquable. Et je crois qu'il va susciter évidemment beaucoup de réactions et d'échanges. Je voulais simplement, en 2 mots, simplement dire que parmi les choses qui ont émergé d'une façon remarquable ces derniers temps, et en tout cas dont on a pris conscience d'une façon aiguë, c'est cette émergence technologique et la possibilité de l'utiliser pour communiquer, pour construire ensemble. Je crois que ça a eu des effets extrêmement importants dans beaucoup de manifestations sociales à travers le monde qui n'ont pas pu être possibles qu'en raison de cette émergence technologique. Je crois que ça a créé un mouvement de pensée, un mouvement d'échange extrêmement puissant à travers le monde et plus encore dans le futur. Mais simplement, comme on le sait très bien, c'est une affaire à double tranchant puisque nous sommes aussi en face d'un choix civilisationnel parce qu'on pourrait se retrouver assujetti à une forme d'intelligence artificielle, à une sorte de dictature digitale, à une sorte de domination, nouvelle domination par la technologie. Et c'est quelque chose aujourd'hui d'extrêmement fort et dont on peut se rendre compte d'une manière tout à fait tangible. Ce n'est plus dans l'univers de la fiction, c'est très proche de nous. Et donc, c'est à nous de voir comment, et c'est un petit peu ça l'enjeu aussi qui est celui de notre rencontre d'aujourd'hui, inscrire un peu cette rencontre dans cette possibilité de travailler ensemble. Alors, il est tout à fait remarquable que nous avons voulu, avec des amis comme Catherine, Setsuko, revenir à ce qui avait été fait lorsqu'on s'était retrouvé à Fès dans le colloque Une âme pour la mondialisation. Et là, je voudrais saluer ici M. Mohamed Qabbaj, fondateur avec moi du Festival des musiques sacrées du monde et du colloque Une âme pour la mondialisation. Et à l'époque, à travers plusieurs années, tout cela a duré 10 ou 12 années, on avait cette idée qu'on ne pouvait pas aborder les questions sociales sans les prendre dans leur aspect global. Les hommes sont faits à la fois de toutes les problématiques économiques, politiques, mais également culturelles. Et c'est pour cela que ça se situait dans le Festival des musiques sacrées du monde, parce qu'on se nourrit, on vit aussi de culture, c'est constructif de notre façon de vivre en société, mais également spirituel, avec nos valeurs éthiques et nos valeurs spirituelles. Et c'est pour cela que cette espèce de conjonction de ce projet-là se fait un peu en héritage et en continuité, en prolongement de cette affaire, mais d'un seul coup, il prend une envolée encore plus importante aujourd'hui. À cause justement de cette possibilité d'être ensemble, il fallait attendre quasiment 1 an entier pour nous retrouver à Fès. Aujourd'hui, on pourrait continuer cette conversation, prolonger cette réflexion, et puis finalement peut-être constituer une façon encore plus prégnante, et c'est ce que tu soulignais, Michael, tout à l'heure, c'est-à-dire le poids de l'opinion, mais d'une opinion construite, d'une opinion réfléchie, d'une opinion qui a aussi un projet derrière et devant elle, et qui, en l'occurrence, pourrait s'inscrire, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, en parlant d'une âme pour la mondialisation, c'est-à-dire dans une idée, et là ça revient avec ce contexte que nous avons tous partagé ensemble, de construire des valeurs. On voit bien que toute cette crise nous ramène à des considérations d'ordre spirituel. Et donc, nous avons parlé d'un concept qu'il faudrait informer et nourrir, mais qui est celui d'un humanisme spirituel. Donner une âme à la mondialisation, c'est aussi construire un humanisme spirituel. Certes, ça peut être extrêmement utopique, mais peut-être beaucoup moins si il y a cette mise en réseau alors de gens à travers le monde. C'était ça l'esprit de ce qui se passait à Fès, différents, à des spécialisations différentes, à des âges différents, à des cultures différentes, et je peux dire
constructive, hein, que l'on peut construire. C'est là la deuxième partie que tu soulignais dans ton intervention, la place de l'intelligence collective dans le monde à venir et la place finalement de tout cet apport aujourd'hui et cette force, alors même qu'il y a on vient de le dire, ce que représente la technologie en défi et en danger civilisationnel, eh bien, ça peut être aussi, par un autre aspect, une possibilité d'offrir une certaine influence à cette autre voie qui n'est pas institutionnelle, qui n'est pas étatique, n'est-ce pas, qui ne s'inscrit pas dans quelque chose de formel, mais qui émane des consciences individuelles et donc qui participent tous ensemble à élever notre conscience collective. Voilà, c'était juste pour un petit peu reprendre un petit peu ça dans le contexte global de notre approche. Et maintenant, s'il vous plaît, prenez la parole. Et aussi, faites un signe aussi avec la main, si vous voulez, et même pas envoyer un petit texte pour que la parole vous soit distribuée. Je vais y aller si personne n'y va. Bonjour. Oui, allez-y. Zakaria Fahim, président de Hub Africa et de l'Union des auto-entrepreneurs. Sur la notion de multilatéralisme, c'est vrai quand on écoute un peu l'exposé, donc on a vu effectivement la dimension traitable, puis après on est redescendu au niveau de la société civile, et je considère, à mon avis, par rapport à cette dynamique qui a deux dimensions sur lesquelles il faudrait qu'on réfléchisse. Déjà, pour moi, un multilatéral, au niveau déjà des petits ensembles, des pays. Quand vous regardez dans un pays comme le Maroc, on a l'impression qu'aujourd'hui, il y a plusieurs ensembles. Et d'un côté, je dirais, avec une distanciation entre les riches et les pauvres, entre les gens qui sont dans des régions dites plus riches. Et je pense déjà il faut qu'on réapprenne déjà avant de parler d'un multilatéralisme ouvert, plus mondialisé, que dans des ensembles pour lesquels on suppose qu'il y a une homogénéité, qu'on arrive effectivement à rétablir, ça a été dit tout à l'heure, cette fameuse confiance, pour que les gens puissent avoir envie de se projeter, parce qu'on a l'impression qu'aujourd'hui il y a des clivages et que les gens, chacun est dans sa zone de confort et puis on ne se parle pas. Après, donc, moi, je pense que sur un deuxième niveau, personnellement, on est en train de militer pour deux sujets qui nous paraissent importants. Un, moi, je considère qu'effectivement, on a parlé du secteur privé, que le développement du continent passera par les entrepreneurs, mais avec une logique de performance globale qui est économique, sociale, sociétale et environnementale, qui est un tout, et non pas dans la loi de Maslow, d'abord économique et après on va chercher le sociétal et l'environnemental. Donc, c'est tout ou rien. Effectivement, le Covid-19 a démontré et a rappelé à tout le monde que ne pas s'occuper des autres ou penser qu'on est tout seul alors que la globalisation nous a rejoints est une hérésie qu'il va falloir effectivement changer de paradigme. Et pour cela, effectivement, nous, on a fait deux appels. Le premier, c'est lancer aujourd'hui pour l'Afrique un Small Business Act Afrique, parce qu'on est conscient qu'on parle beaucoup de l'Afrique avec à peu près 80%, 90% de l'informel, avec une communauté importante de gens qui sont plutôt auto-employés et qui pourraient demain aller vers l'auto-emploi. Comment on peut effectivement redonner de la dignité, parce qu'avant d'avoir de la confiance, il faut déjà redonner de la dignité à tous ces gens-là, et on milite par exemple pour une couverture sociale qui soit universelle, mais qui ne puisse plus avoir des gens qui travaillent aujourd'hui. Et par exemple, si on prend l'exemple du Maroc, pour les gens qui connaissent, ils sont obligés d'aller vers le Ramed. Donc je crois qu'il va falloir effectivement que ceux qui veulent aujourd'hui accompagner le mouvement puissent effectivement ouvrir les portes pour que ces gens-là puissent aller de l'avant. Et le dernier sujet qui reste un peu dans cette logique pour pas trop, c'est on parle aussi, en Afrique, on parle beaucoup de la ZLECA qui peut-être arrivera dans quelques années, mais on veut maintenant, pour réduire la symétrie entre les Européens et les Américains, c'est créer une ZLECA des entrepreneurs pour pouvoir avoir plus de mouvement. C'est-à-dire amener ces gens-là à travailler ensemble, ici et maintenant, parce qu'effectivement, si on attend que la ZLECA se fasse, cette asymétrie ne permet pas aujourd'hui à les Africains, pour des raisons de visa, pour beaucoup de raisons, de se déployer. Et je pense que, pour finir, le Covid-19 nous a donné une très belle leçon pour démontrer qu'on peut aujourd'hui accompagner cette
cette rupture, notamment sur le digital, parce que je crois qu'il y a beaucoup je dirais, de régions dans le monde, et notamment chez nous, sur le continent, qu'on a oublié. Et donc, le digital peut être aujourd'hui un accélérateur de cette fracture à l'échelle globale et va toucher les femmes, parce qu'on a notamment sur la problématique des petits auto-entrepreneurs, 80% sont des femmes, notamment dans le monde rural, parce qu'on oublie que dans nos pays, on reste, malgré ce qu'on dit, un pays rural. Et donc, il va falloir effectivement réfléchir à des thématiques qui partent du bas vers le haut et pas de l'inverse, même si effectivement, on a encore été rappelé par le Covid que c'est un sujet qui concerne tout le monde et que la globalisation rentre par la fenêtre et qu'on ne peut plus effectivement se cacher derrière le bout de son nez. Donc voilà juste un peu deux sujets sur lesquels on travaille et puis effectivement rappeler l'importance de l'intelligence collective pour pouvoir effectivement dépasser ces thématiques et où effectivement chacun d'entre nous est dans le cadre de réseau des réseaux pourrait apporter une contribution intelligente. Et je ne sais pas si je me suis mal exprimé, mais c'est clair, c'était clair en tout cas, je pensais que c'était clair ce que je disais, que quand je parle d'un multilatéralisme réinventé, ce n'est pas seulement au niveau international, c'est à tous les niveaux sociétal et tous les niveaux de gouvernance. Et alors, vous avez tout à fait raison dans ça. Et donc, l'autre chose, c'est que l'action qui doit se faire de nouveau à tous les niveaux de société doit être intégrée. C'est pour ça que j'ai mentionné plusieurs fois les principes des objectifs du développement durable qui nous donnent cette feuille de route complètement intégrée où on ne peut pas toucher et travailler sur un thème sans prendre en compte les autres. C'est une nouvelle manière de voir les choses, pas seulement la manière de voir les problèmes qui sont intégrés, mais aussi une manière de voir les solutions et de les imaginer d'une manière beaucoup plus intégrée. Et finalement, je veux juste vous féliciter dans vos deux initiatives parce que ça a tout le sens possible, imaginable d'aller dans cette route-là, absolument. Et ça rentre complètement dans la manière dont je pense et que j'avais pensé m'exprimer. Merci, Fawzi. Oui, alors je me vois à l'écran, mais je ne vous vois plus complètement. En fait, j'ai vraiment l'impression que tous les thèmes importants ou tous les sujets importants ont été mentionnés, diagnostiqués dans le discours de Michael. Il y en a, à mon avis, tellement qu'on ne sait pas trop par où commencer pour animer cette conférence. Parce que quasiment sur chaque phrase de Michael, on peut commenter énormément de choses. Je note d'ailleurs que la personne qui m'a précédé, Zacharia, je crois, si j'ai bien noté son nom, a mentionné une chose qui me paraît extrêmement importante, à savoir d'aller du bas vers le haut. Michael a répondu à ça, et non pas tout voir en macro alors qu'on doit voir beaucoup plus en micro. Ce qui, je pense, pourrait être assez important pour les débats qu'on va avoir dans le futur, c'est également de définir beaucoup plus de choses. C'est-à-dire qu'on parle de beaucoup de choses sans réellement avoir la définition d'un et chacun d'entre nous. Parce que le multilatéralisme, par exemple, on peut en comprendre beaucoup de choses. Ça a des facettes positives, ça peut avoir des facettes négatives. Pareil pour l'écologie, par exemple. Ça peut avoir des facettes positives, ça peut avoir des facettes négatives. Je parle de facettes, par exemple, économiques qui peuvent être négatives dans certaines classes de la population par rapport à l'écologie, dans les formes, comment on va introduire cette écologie. Je cite un exemple. Tout le monde est contre la destruction de la forêt amazonienne, pour une raison bien simple, c'est qu'elle représente le poumon du monde aujourd'hui. Pourtant, les gens qui vivent là-bas n'ont pas d'autre moyen de survivre que d'exploiter ou de détruire cette forêt amazonienne. Je ne parle pas des grands groupes, je parle des gens qui vont cultiver un petit lopin de terre et qui ont besoin pour ça d'avoir du terrain et qui vont essayer de chercher ce terrain là où ils le trouvent, ou qui ont besoin du bois pour se chauffer. Donc, je pense que la micro est au moins aussi importante que la macro dans toute discussion, et je pense surtout que pour débattre correctement, il faut que chacun puisse définir
qu'on puisse trouver peut-être une définition en commun des différents termes dont on parle. Ça me paraît éminemment important. Et bien sûr de focaliser, parce que si là l'introduction était bonne, elle montre bien vers où on veut aller, vers où on veut se diriger. Maintenant, pour que la discussion ne parte pas dans tous les sens, il faut impérativement que la discussion soit centrée sur certains sujets spécifiques, bien entendu en sachant que chaque sujet est lié à un autre sujet automatiquement. Voilà, c'était juste le commentaire que je voulais faire en petit nouveau et pour commencer. Je vais m'arrêter là. Merci infiniment, M. Monge, voilà, de ces réflexions. Et donc, on va voir un petit peu au fur et à mesure comment tout ça va pouvoir un peu se synthétiser dans l'avancée de nos discussions. Et puis, je redonne la parole à M. Stridla qui a retrouvé le micro. Et voilà. Je le vois à l'écran. Merci, cher ami. Premièrement, je suis très heureux. Je vous remercie de votre invitation. Je suis économiste et actuellement, je suis fellow à Policy Center for New South. Je voudrais commencer mon commentaire par 2 notes optimistes. La première, je me félicite de cette introduction musicale. La musique adoucit les mœurs, mais en même temps, elle rassemble. Et le monde a besoin qu'on se retrouve ensemble. Et la deuxième, c'est que, puisqu'on parle de multilatéralisme, je voudrais me féliciter de l'accord entre les membres de l'Union européenne qui a été signé hier. C'est important. C'est du multilatéralisme régional. Ça va renforcer certainement l'Europe. Et moi, en tant que Maghrébin et Africain, et en tant que Méditerranéen, Sud-Méditerranéen, je me félicite de cette avancée qui peut créer, qui peut amener à plus d'équilibre, à plus de partage dans le monde. Parce qu'on n'a pas besoin seulement aujourd'hui de repenser le multilatéralisme, il faut le réhabiliter, il faut le sauvegarder parce qu'il a reculé, notamment ces 20 dernières années. Nous sommes dans un moment difficile, un moment de sidération, un moment d'incertitude, un moment de fragilité, une épreuve. Or, certainement, une épreuve, ça peut ouvrir les portes d'opportunités. Et c'est pour cela que je crois qu'on peut avoir une lecture plutôt positive. Toute épreuve est une opportunité. C'est vrai que les moments difficiles et les crises peuvent amener le monde et l'humanité et l'homme à faire du mal. La crise de 1929 a amené au fascisme et à une deuxième guerre mondiale. Même la crise de 2008 qu'on a vécue, et cette race continue aujourd'hui à se développer d'une façon ou d'une autre, a mené à la montée du populisme, à beaucoup d'égoïsme et au recul justement de ce multilatéralisme. Et dans notre région, qui est une région essentielle, elle a amené à l'inertie de l'Europe, d'une part, et à un chamboulement négatif au sud de la Méditerranée. On a oublié la question palestinienne, qui est la mère des questions au niveau des équilibres, essentiellement. Et en même temps, on a constaté qu'un certain nombre d'entités, notamment dans le monde arabe et en Afrique, le Sahel, sont en train de se disloquer. Et ça, c'est très grave pour le multilatéralisme. Alors, c'est pour cela que quand on parle il y a des moments quand même qui ont amené l'humanité à des choses intéressantes, à du bien. Après la guerre de 1945, les grands pays victorieux, l'URSS d'une part et les États-Unis d'autre part, ont construit sur le multilatéralisme. Sur le plan géopolitique, c'est l'ONU, bien sûr, et sur le plan économique, les États-Unis avec l'Europe et après le Japon ont mis en place tout un système
de normalisation, de régulation de l'économie avec le Fonds monétaire, la Banque mondiale, l'OMC et le GATT auparavant. Or, il est certain, de même, après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu un phénomène important, c'est le phénomène de la décolonisation, essentiel, qui a touché l'Asie, à partir de l'Inde au départ, et puis l'Afrique, le Maghreb, à partir de la Tunisie, le Maroc et après l'Algérie. Ce qu'on a constaté, c'est que ce multilatéralisme était intéressant parce qu'il a décidé d'un certain nombre de règles. Mais il faut bien le dire, il n'a pas tenu compte des plus faibles. Il a tenu compte essentiellement de l'équilibre entre les plus forts. Et avec la disparition de l'URSS, c'est le chamboulement. Un chamboulement qui s'installe dans le monde. Et c'est pour cela que je pense que 2020, l'après-Covid, c'est une sortie de guerre, c'est une sortie d'un combat, c'est une sortie d'un djihad dans le sens, le bon sens historique et réel du djihad, et non pas le sens des terroristes, essentiellement. Donc ce combat, c'est un moment, c'est une opportunité, je crois, qui doit nous amener à penser, à repenser la mondialisation et le multilatéralisme. Bon, il faut bien le dire que depuis 20 ans, le monde a été déstabilisé par trois grands moments. Le 11 septembre 2001, qui a créé une sorte de déviation et qui a amené à la montée d'une nouvelle conflictuelle, de nouvelles conflits autour de l'identité et même la religion. Et puis la crise 2008 qui a amené au populisme et qui a amené à ce recul de multilatéralisme. Et là, maintenant, la crise de 2020. Je crois qu'il faut tenir compte de cette succession de ces trois crises et à partir de là, voir comment dépasser ce recul. Entre 2008 et 2020, il y a eu un grand recul du multilatéralisme. Bien sûr, avec la montée de la Chine, je voudrais en parler tout à l'heure, l'antagonisme avec les États-Unis s'est cristallisé. Et les États-Unis ont pris un certain nombre de décisions qui ont créé des problèmes au multilatéralisme. Là, ils ont quitté l'accord de Paris de 2015 sur l'environnement. Ils ont quitté l'accord sur le nucléaire. Ils ont eu une approche au niveau du conflit israélo-palestinien qui est à l'encontre de l'approche du multilatéralisme et de la légalité internationale. Et c'est très grave, comme je l'ai dit, d'oublier la question palestinienne. Et puis, ils ont quitté l'UNESCO et actuellement, ils sont en train de quitter l'OMS. L'UNESCO et l'OMS… On va pour qu'il y ait des réactions, parce que c'est tellement riche et intéressant, mais vous allez reprendre tout de suite la parole. C'est simplement pour qu'il puisse y avoir une interaction, parce que vous avez donné beaucoup d'éléments de réflexion, beaucoup de grains à moudre. Et voilà, M. Salah est professeur, mais il a été aussi praticien, parce qu'il était ministre des Finances pendant de longues années au Maroc. Et voilà, donc il y a beaucoup d'éléments qui viennent de toute cette expérience globale. Allez-y. Et puis on revient, je crois que ça va aller d'une façon circulaire. Allez-y. Je continue. Fawzi, Je vois… Oui. Fawzi, est-ce que tu peux… Oui. D'abord, merci pour cette rencontre lointaine, alors que nous avions l'habitude de nous voir et de nous toucher, d'être tactiles, etc. Merci pour… D'ailleurs, j'y retrouve des amis. Mohamed Oualalou, je te salue. Des tas d'amis qui sont là et vraiment, c'est formidable. Alors, je retiens de la présentation que nous a faite Michael des choses
très intéressante, mais j'ai le sentiment que le multilatéralisme est un mot valise qui sert, comment dire, qui sert en diplomatie, mais dont nos concitoyens ou les gens dans le monde n'appréhendent pas la portée. Parce que quand on parle de multilatéralisme, on parle de projets comme le projet sur le climat, on parle de projets sur l'arrêt des armes nucléaires, et ça, sur le moment, ça ne change pas le quotidien. Et aujourd'hui, dans la période dans laquelle nous vivons, les gens ont besoin de voir leur quotidien changer. Et donc, moi, bien sûr que je m'intéresse au multilatéralisme pour ces énormes projets, et c'est important d'avoir des projets de très haute dimension, mais moi, je suis plutôt sur du multilatéralisme de projet. Le multilatéralisme de projet à court terme. Et bien évidemment, Michael a parlé des villes. Les villes sont un bon exemple. Et moi, je peux donner l'exemple que je vis actuellement. Je préside une fondation pour la réhabilitation du patrimoine dans les zones de conflit. C'est une fondation de niveau international où il y a la Chine, l'Arabie Saoudite, le Maroc, le Luxembourg, la Suisse, bref, un certain nombre de pays. C'est restreint avec une gouvernance restreinte en mode start-up et nous arrivons à réhabiliter du patrimoine qui a été détruit par Daesh. Parce que la gouvernance est serrée, une gouvernance très serrée, des modes d'action qui sont des modes modernes et très agiles, et nous avons des résultats. Nous pouvons montrer ces résultats. Aujourd'hui, nous montrons ces résultats. C'est-à-dire que nous avons réhabilité un certain nombre de musées qui ont été détruits à Raqqa, à Mossoul, dans un certain nombre de villes. Et donc, moi, aujourd'hui, je suis plus pour un multilatéralisme de projet avec des entités, quelques entités, mais des gens qui croient au projet, plus qu'un multilatéralisme stratosphérique qui ne change pas la vie des gens. Donc, Très bien. Merci, Bariza. un multilatéralisme de projet. Très bien. Voilà, bien on a noté le concept. On a voyagé depuis celle-là qui a fait une fresque et a replacé toutes les choses dans leur contexte. Et puis là, on va du macro au micro et on voit bien que c'est cette interaction qui devient de plus en plus intéressante. Catherine, Marshall, je ne sais pas si vous présentez plus ou moins, je crois qu'il y a une liste un petit peu, mais ce qui nous intéresse, nous, c'est les personnes à titre individuel, mais bien sûr, leur expérience et leur background est important aussi. J'ai présenté brièvement celle-là tout à l'heure. Bariza a été vice-président du Sénat français pendant plusieurs années, puis maintenant elle est engagée dans ce projet dont elle vient de parler, à Aleph, et Catherine Marshall, qui est professeure à Georgetown University et qui a beaucoup œuvré aussi à différents niveaux à la Banque mondiale. Merci. Et je suis partenaire de Fawzi de longue durée. Michael a donné un diagnostic lucide de la situation actuelle et je partage. Donc, j'ai quelques idées peut-être à ajouter, mais c'est surtout des questions de qu'est-ce qu'on fait et comment qui me préoccupent. Un aspect qui est intéressant, quelqu'un a observé que pendant cette période où on est entre des chaises, effectivement, il y a les institutions traditionnelles qui continuent à opérer, peut-être pas à fonctionner, mais à opérer. Mais il y a derrière ça à la fois les nouveaux, ceux qui émergent, mais aussi des autres sources de pouvoir. Donc, on a presque, par exemple, avec le G20, mais aussi le G7 et le Conseil de sécurité, c'est presque un théâtre horrible, grec, où il y a très peu qui se passe, mais beaucoup de paroles. Donc, on est entre une réalité cachée et les anciens systèmes visibles. Et je crois qu'il y a des éléments de vérité dans cette diagnostic. Deuxième chose, c'est qu'il y a des livres qui
qui ont beaucoup d'influence et je pense à deux. La première, c'est Why Nations Fail, Acemoglu Robinson, et l'autre, Friedman, The World is Flat. Donc, avec le premier, son diagnostic, c'est que l'influence, ce qui fait changer le monde, c'est les élites. Donc, c'est le comportement des élites qui joue. Je crois qu'il y a évidemment un élément de vérité dans ça. Et les élites, qui c'est le business, surtout, c'est le Bill Gates, les gens avec l'argent qui jouent des rôles énormes. Mais le World is Flat suggère que tout le monde a une voix maintenant, qu'il y a une égalité. Donc, je crois qu'il y a une tension entre ces deux visions qui est intéressant d'explorer. Comment est-ce que ces élites jouent des rôles? Et ça a une influence. Une chose, je sais qu'on parle beaucoup de pauvreté et de ceux qui souffrent, mais c'est souvent pas très facile de parler de pauvreté parce que les classes moyennes ne sont pas très intéressées par ça. Ils sont plus intéressés par leurs propres intérêts. Donc, des politiques ou des perspectives qui regardent seulement les plus pauvres, les déshérités du monde, a des problèmes en communication, sinon en politique. Donc, je crois que ces aspects sont intéressants. Troisième chose, et ça, c'est lié à ça, c'est que ce problème d'inégalité, et on sait que le masque sur les inégalités a été enlevé par le COVID, et donc on est confronté par toutes les disparités qui sont beaucoup plus grandes qu'on avait pensé. Donc, je crois, mais ce problème est stubborn, très, très difficile à aborder. Je crois qu'il faut beaucoup plus d'attention. Quatrième chose, aux États-Unis maintenant, on est entré la semaine dernière dans un grand débat sur les droits humains. Je ne sais pas, Michael, si tu as eu la chance ou la possibilité de lire le nouveau rapport de Pompeo. Avec un questionnement approfondi de beaucoup d'aspects de droits humains. On dit souvent que les droits humains, c'est la religion des Nations Unies. Mais il y a beaucoup de turbulences autour des droits humains qu'il faut aborder, je crois, parce que c'est si fondamental pour la vision que tu décris et que nous partageons, une vision de quelque chose qui vraiment est inclusive et vraiment inclusive, intersectorielle. Peut-être je vais te... Ok, j'ai terminé. On a bien pris note de ces 4 points importants, mais on voit bien, c'est très intéressant, c'est ça un petit peu qui me fascine, moi, dans cette intelligence collective, cette espèce de voyage des idées et de dialectique créative qui s'établit. Ozan, je crois, vous aussi souhaiter prendre la parole. Oui, merci Michael pour une excellente présentation. Michael, il a beaucoup parlé du leadership et ce que je veux dire, c'est aussi lié à la réponse de Sylvie Fauzi. Je souhaiterais ajouter une idée à considérer lorsque nous envisageons de réinventer le multilatéralisme. Il y a une opinion prédominante selon laquelle, pour résoudre les problèmes de la société, nous devons appliquer des solutions techniques, comme comment construire un pont approprié ou comment construire un hôpital ou une école. Et que ce dont nous avons besoin, ce sont des personnes techniquement compétentes. Mais la complexité des problèmes de la société exige que nous considérons une autre dimension, qui est de revoir nos valeurs et les valeurs pour le leadership. Nous avons besoin de personnes, des gens qui ont des outils pour gérer leur propre esprit et leurs émotions, qui peuvent mieux se connecter avec elles-mêmes afin de connecter avec les autres et ainsi devenir des meilleurs leaders. Donc, fondamentalement,
nous devons nous concentrer sur le renforcement des individus qui sont à leur tour inspirés pour contribuer positivement au développement de la société. Cela signifie que la paix et la prospérité mondiale commencent par le bien-être individuel. Alors, concrètement, cela signifie qu'un moyen de renforcer la société et la résilience sociétale est d'investir dans le développement de soi, que ce soit la méditation, les techniques de respiration, pour aider les individus à se détendre, gérer le stress et développer une meilleure compréhension de leur propre esprit et leurs propres émotions. La capacité de se connecter à soi-même et de gérer son esprit et ses émotions s'accompagne de résilience et d'un sentiment de bien-être. Lorsqu'elle est complétée par des valeurs humaines d'amour, de compassion, de coopération et de paix, elle suscite l'inspiration pour faire le bien dans le monde. Merci. Merci beaucoup aux gens de nous ramener aussi à cette dimension spirituelle qui est évidemment très importante dans le groupe qui est le nôtre et que tu permets de réintégrer dans la discussion. Je pense que Sabah Shraibi voulait aussi prendre la parole. D'autres personnes, enfin bon, je pourrais peut-être solliciter un peu les uns et les autres. Voilà, allez-y. En tout cas, Ozong est une personne qui a aussi eu des charges assez importantes dans différentes institutions internationales, la Banque mondiale, la Fondation Jimmy Carter, maintenant la Banque islamique de développement. Et c'est intéressant d'entendre cette petite musique. Et c'est pour ça qu'on a commencé avec la musique. Et c'est Mohamed Khoudbaj, je le sais bien, c'était pour nous un rituel dans une âme pour la mondialisation, parce qu'on voulait donner cette référence-là, parce qu'on oublie cet aspect de notre humanité. On croit que nous ne sommes qu'un aspect mécanique ou technique, et on veut supposer que ça soit tel, mais en réalité, on devrait intégrer bien d'autres dimensions dans notre discussion. Et ça devient possible lorsqu'on ne passe plus par simplement l'aspect formel des choses, mais aussi par les personnes concrètes. Et avoir cette évolution, cette discussion qui émane un peu des différentes personnes et non pas simplement des institutions elles-mêmes. Allez-y. Infranchissable, des fois, c'est, disons, lieu aux espaces inaccessibles suite au Covid, nous pose aussi de problèmes, de barrières entre individus. Nous avons eu des réactions au début du Covid très, très violentes contre les Asiatiques, particulièrement contre les Chinois, de part d'autres nationalités. Et ça pose le problème de la multiculturalité ou multiculturalisme. La question à Michael, qu'est-ce que serait le statut de l'individu dans les relations internationales, dans sa projection de repenser justement la multiculturalité ou le multilatéralisme? Ça, c'est la première question. La deuxième question, est-ce qu'on sait tout? Est-ce qu'on nous dit tout? Comment repenser-nous en tant que citoyens du monde ou pensons être citoyens du monde? Donc, face à des phénomènes qu'on ne maîtrise pas. Michael a parlé de crise de leadership et il a raison. Parce qu'on voit plus du show politique aujourd'hui où des relations de personnes et non pas des relations d'État à État apparaître comme celles qui vont recréer la confiance au niveau de l'humanisme international ou l'humanisme universel. Je suis quelqu'un qui sait lire et écrire, mais est-ce que je comprends tout ce qui se passe au Yémen, en Libye, qu'est-ce qui se prend à Singapour, à Hong Kong ou ailleurs? Est-ce que le Covid, on a tout compris? Voilà donc les questions que je me pose en tant qu'individu. Est-ce qu'on nous a dit tout? Est-ce que ce vaccin sera accessible à tout le monde? Et tout cela sont des questions qui sont liées maintenant à une crise. Ce n'est pas une crise, c'est une réelle rupture qui se prépare, aussi bien sur le plan économique où le retour à l'économie solidaire et disons, cette forme collaborative dont a parlé Michael à juste titre, parce que c'est aussi l'urbanisme collaboratif, c'est l'intelligence collaborative, tout cela
Est-ce que vraiment nous avons des visions claires pour tout cela? Et donc, merci à tous ceux et celles qui pourraient répondre, plus que Michael. Merci beaucoup. Alors maintenant, comme le temps maintenant qui nous reste n'est pas très long, moi je propose de faire la chose suivante. J'avais promis tout à l'heure c'est celle-là qui va réagir un petit peu sur ce qui a été dit. Michael va prendre la parole pour ensuite répondre à l'ensemble des questions qui ont surgi, n'est-ce pas, même si elles n'ont pas été posées directement, mais qui sont venues par les interactions des uns et des autres. Mais juste avant, si vous me permettez, je voudrais juste faire un petit tour et demander à ce que chacun dise 2-3 mots des personnes qui sont là. C'est pas forcément une élaboration. Voilà, nous sommes là un petit peu pour tisser les liens qui sont possibles d'être faits dans ce type de conversation. Et donc, je vais simplement dire un petit peu comme une espèce d'écho, de résonance. Et je vais dire ça un petit peu au hasard en fonction un peu de l'écran que j'ai en face de moi, mais je vais faire bouger aussi cet écran. Madame Gazo, Madame Gazo Secret, peut-être un ou deux mots, si vous le permettez. Mettez c'est histoire de micro, est-ce qu'on n'a pas encore pris l'habitude? Voilà, c'est bon. Voilà, c'est bon. Non, mais moi, ce qui m'a intéressé dans le discours de Michael, mais j'ai aussi une optique un peu pragmatique, je dois dire, c'est d'essayer de prendre un secteur et de voir comment on peut améliorer les structures de gouvernance, puisque quand même l'essentiel, c'est ça, c'est d'arriver à trouver des structures de gouvernance modernes et qui ne manifestent plus de défaillance comme on en a connu récemment. On pourrait prendre, mais peut-être qu'on n'a plus le temps maintenant, on pourrait prendre comme exemple les défaillances dans le domaine de la pandémie et notamment les défaillances du côté de l'OMS qui a beaucoup déçu. Je ne suis pas du tout une spécialiste de la gouvernance de l'OMS, mais j'ai vu des questions qui ont été posées à cet égard. Et ça m'aurait intéressé, si on avait eu le temps, mais je pense qu'on n'a plus le temps, de voir sur un secteur précis comme celui de la santé, qui intéresse, comme le disait Madame tout à l'heure, qui intéresse absolument tout le monde, le multilatéralisme de projet pourrait très bien, là, si on prenait cet exemple précis, pourrait très bien servir d'exemple, si vous voulez, de méthodologique, je dirais. Alors, on a eu une OMS qui n'a pas bien fonctionné. Pourquoi et qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça devienne mieux dans l'avenir? Je crois qu'il ne faut quand même pas sous-estimer le rôle des États, même si la société civile, évidemment, a son mot à dire. Ça m'intéresserait qu'on prenne un exemple précis comme celui de la santé, parce que là, on est dans le multilatéralisme de projet, mais aussi sur l'amélioration des structures de gouvernance. Et j'aurais voulu la position de Michael là-dessus. Merci beaucoup. Merci, Madame Gazo Secret, qui est ambassadeur de France, qui est un diplomate. Monseigneur, le cardinal de Rabat, vous pouvez nous dire quelques mots? Vous êtes une salutation très cordiale à tous. J'ai écouté tout cela avec beaucoup d'intérêt et je me dis quel rôle doivent jouer les religions dans tout cela. Parce qu'on parle de multilatéralisme et les religions sont engagées en partie dans un dialogue interreligieux qui devrait être l'âme de cette mondialisation. Et je pense que les religions qui dans l'histoire ont été beaucoup de fois, trop de fois, source de problèmes, maintenant doivent être une partie de la solution. Je pense que nous sommes ici au Maroc dans des conditions d'être un petit exemple pour le monde entier. Un exemple pas seulement de tolérance, de tolérance, mais de convivialité, de collaboration mutuelle, de construire ensemble un monde meilleur. Et je pense qu'il faut que cette mondialisation ait une âme. Je crois que ce multilatéralisme soit guidé par des valeurs dont les religions ne sont pas les propriétaires exclusifs, mais que nous pouvons apporter. Et je pense qu'on ne peut pas oublier qu'à la racine de beaucoup de ces structures politiques qui maintenant existent dans le monde entier, il y a eu toujours
les valeurs du christianisme ou les valeurs de l'islam et que ça, on doit exploiter positivement. Je répète, à la place d'être source des problèmes, nous devons être à partir de maintenant source de solutions. Et pour cela, le dialogue interreligieux est très important. Merci beaucoup, Monseigneur Cristóbal Lopez, pour nous rappeler l'importance de cette dimension spirituelle et mobilisatrice aussi, hein, qui peut mobiliser les êtres pour un projet commun et collaboratif, et peut-être construire cet humanisme spirituel dont on parle, parce que tout ça, c'est aussi quelque chose qui peut s'inscrire dans une construction progressive. Ça ne se fait pas en un jour, mais en tout cas, ça peut être un horizon. Alors, comme évidemment, là, on arrive presque vers la fin, moi, je vais demander simplement à deux autres personnes, comme ils le souhaitent, de prendre la parole, et puis ensuite de donner la parole à Sif Salah, et puis en conclusion, à Michael pour apporter les réponses à tout le monde. Donc, deux autres personnes de votre choix, allez-y, comme vous le souhaitez. Donc, oui, bonsoir. En fait, moi, donc, je viens du point de vue technique, venant du web, et je dirais il y a notamment deux discours qui m'ont interpellé. Déjà, effectivement, Ozon qui rappelle qu'en plus de la technique, il ne faut pas perdre de vue une dimension spirituelle. Et puis, le cardinal qui dit qu'effectivement, pour la religion, c'était source de problèmes et ça voudrait devenir source de solutions. En ce qui concerne, en tout cas, la science ou la science informatique, il y a un petit peu la même chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle a été source de disruption et elle peut devenir également source de solutions dans le futur, notamment avec toutes les technologies qui sont liées au blockchain, qui en fait permettent une désintermédiation, mais quand on parle de désintermédiation, c'est surtout elles permettent de redonner une dimension à l'individu. Elles permettent des notions de micro-intermédiation, de micro-distribution, c'est-à-dire que chacun peut reprendre une place et je pense que c'est intéressant de voir que voilà, il y a toujours les deux faces et en fait l'informatique peut également être au service de l'individu, des micro-projets grâce aux évolutions récentes. Donc voilà, je me réjouis du futur. C'est une vraie question de société, sociétale que tu poses, Arnaud, évidemment, qui est au cœur de notre sujet. Alors, j'ai une question écrite, mais je voudrais peut-être que ça soit posé en direct par M. Arnaud Ako-Djenou, s'il pouvait la poser peut-être d'une façon orale. M. Ako-Djenou, vous êtes là? Voilà, vous voulez poser une question à M. Michael Moller. Et vous étiez commissaire, responsable du Haut Commissariat aux réfugiés, je crois, à l'ONU. Comme on avait dit, voilà, je crois qu'on arrive pratiquement au temps de la conclusion. Je ne sais pas si on peut encore avoir. Sinon, je vais peut-être le lire à Michael. Michael, tu m'entends? Oui, j'entends. Bon, alors écoute, je vais lire la question de M. Ako-Djenou. Donc, il te remercie pour l'excellent diagnostic et il dit que je comprends le genre de révolution que nous avions tous à l'endroit de l'État dans les rôles et les responsabilités qui lui sont dévolues. À mon avis, autant ce que Michael appelle de ses voeux et que je soutiens fortement exige une réforme profonde de l'État vis-à-vis des acteurs nouveaux, parfois plus puissants. Cette réforme et comment y arriver devra mobiliser aussi des entités au top dans leur secteur que des hommes et femmes devenus plus nourris d'un humanisme agissant et plus interactif envers aussi bien les États que les entités. Comment créer, faciliter ces interactions avec une participation citoyenne à la base afin de transcender les barrières? Question secondaire, peut-on réinventer le multilatéralisme sans État? Voilà une question. Voilà, ça fait une transition pour Sif Salah et puis la conclusion par Michael Moller. Merci. En fait, pour conclure de mon côté, je crois qu'il y a trois exigences. La première est bassement matérielle. L'année 2020 va être une année difficile et 2021 certainement aussi.
les pays, les États sont endettés. Les Européens sont en train de trouver une solution à l'endettement par la mutualisation. Les grands pays, par leur Banque mondiale, notamment les États-Unis, sont en train aussi de trouver une solution. Restent les pays pauvres, l'Afrique, les pays sud-méditerranéens. Il me semble que le repenser le multilatéralisme, c'est pousser à une concertation internationale pour résoudre les problèmes de la dette de demain. Deuxième idée, essentielle, mais là c'est le moyen terme. L'essentiel, c'est de se retrouver autour de la gestion des biens communs. Et dans ces gestions de biens communs, il y a bien sûr la santé qui s'impose aujourd'hui, il y a l'équité, c'est-à-dire la lutte contre les inégalités, et il y a la question de l'environnement. Et la troisième idée, c'est que après la guerre, nous avons vécu un monde bipolaire, URSS, États-Unis. Actuellement, il y a un nouveau monde bipolaire qui est en train de se développer. Et États-Unis, Chine, on a besoin d'un troisième pôle d'équilibre. Ce troisième pôle, c'est l'Afrique, l'Europe, avec la centralité de la Méditerranée. Voilà, merci. Merci beaucoup, Salah. Voilà, pour conclure cette fresque géopolitique, évidemment, qui situe les choses. Eh bien, Michael, mon cher ami, voilà, tu as beaucoup de questions, beaucoup d'évocations, donc tu vas faire la conclusion générale. Merci. Pas sûr que je vais y arriver, mais j'avais quelques commentaires que je voulais faire sur tous ces sujets-là. En premier lieu, premièrement, répondre sur le rôle de l'individu. Je crois que c'est une question vraiment très, très centrale. Et je vois le rôle de l'individu s'accroître de jour en jour, aussi très aidé par la technologie. On est dans un monde aujourd'hui où tout le monde a accès aux informations et encore plus important, tout le monde a accès à s'exprimer. Ce n'est pas tout le monde qui sait de quoi il parle, mais le fait est que presque tout le monde sur cette planète a maintenant un téléphone à travers lequel ils peuvent s'informer de ce qui se passe un peu partout et donc cet élément de technologie qui est rentré vraiment d'une manière incroyable dans notre vie va changer complètement la donne dans la manière dont on gère aussi nos affaires, dans la manière dont on, si vous voulez, démocratise, si c'est possible, la conversation avec les citoyens, et on change le niveau de conversation d'un niveau assez haut où personne d'autre que les gouvernements en font partie. Et donc ça, c'est un élément que je crois qui est très important. Il y a deux choses que j'allais dire avant. Une, c'est que quand on regarde ce qui va se passer dans le futur, la plupart d'entre nous ont la tendance tout à fait naturelle à rechercher des solutions qui sont bien ancrées dans le passé. C'est-à-dire qu'on regarde ce qui se passe aujourd'hui, on imagine ce qui va se passer demain et après-demain, on essaye de deviner les solutions qui vont venir, mais on pense ces solutions dans les structures et les habitudes et les politiques et le cadre de la manière dont on a géré nos affaires ces dernières décennies. Ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher d'autant. C'est encore plus important aujourd'hui parce que le développement des gros problèmes va très très vite, beaucoup plus vite qu'on arrive à les suivre. Et le développement des outils possibles pour gérer ce futur et à travers la technologie évoluent aussi d'une rapidité époustouflante. Et les structures de gouvernance, les États, les structures internationales, les individus n'ont simplement pas la capacité individuelle de gérer et de s'adapter assez vite à ces changements qui sont en train de passer. La seule manière qu'on va arriver à le faire, c'est si on travaille ensemble d'une manière complètement différente de ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Et c'est vraiment d'une intégration de nos actions à travers lequel, avec un peu de chance, pas sûr, on va arriver à décider notre futur au lieu de se retrouver dans une situation où c'est le futur qui décide de notre sort.
et la technologie. Plusieurs d'entre vous avaient parlé des risques de la technologie qui sort. Je suis frappé par un bouton qui circule en anglais depuis quelques semaines qui dit qu'il faut qu'on build back better, qu'on doit construire en arrière mieux. Je suis en total désaccord avec ce dicton, parce que s'il y a vraiment quelque chose qu'on doit faire, c'est to build forward better. Que le futur qu'on construit collectivement devient quelque chose de meilleur de ce qu'on a laissé derrière nous. Je crois qu'il y a des opportunités extraordinaires qui nous sont présentées à travers ce qui s'est passé ces derniers 3-4 mois et au niveau d'un renforcement extraordinaire de la solidarité individuelle qu'on a vu à travers le monde, de la collaboration dans différents secteurs, très certainement par exemple le secteur de la science, mais aussi de la manière dont la technologie nous a appris à nous adapter avec une rapidité qu'on n'avait pas cru avoir. La plupart des choses qu'on a fait ces derniers 3 mois, si vous avez posé les questions il y a 4 mois ou 5 mois en arrière, on nous aurait dit que c'était impossible et que ça ne pouvait pas se faire, etc. Donc, il y a un mouvement très rapide vers un futur qui est encore inconnu, sur lequel il faut absolument que collectivement on prenne la responsabilité. Et ça ne se fait pas en regardant en arrière. Ça se fait, bien entendu, basé sur nos expériences et notre expertise et l'histoire, mais pas de re-ancrer les solutions dans le passé. Ça va être catastrophique parce que ça ne va pas nous sortir des problèmes qu'on a aujourd'hui. Le rôle des religions, bien entendu, c'est absolument central. Je crois que s'il y a au niveau individuel, au niveau des communautés de base et au niveau d'action sociétale, il faut absolument que nos confrères de toutes les religions arrivent à travailler ensemble. Là aussi, on a vu des progrès incroyables. Je fais partie avec Catherine d'ailleurs, fait partie de différentes conversations où toutes les religions du monde, inclus des religions dont je n'avais jamais entendu parler, se sont mis ensemble pour discuter comment on allait mettre en œuvre les objectifs du développement durable d'une manière locale, collaborative et avec un impact beaucoup plus certain qu'autrement. Le dialogue interreligion est très important. Tout aussi important est le dialogue intergénérationnel. Je crois qu'aujourd'hui, j'ai parlé de l'importance de faire entrer les jeunes dans notre discussion et dans notre système de dialogue et de décision. Mais c'est tout à fait important pour eux aussi de pouvoir faire valoir de l'expérience et l'expertise des générations qui sont venues avant eux. Dans beaucoup des conversations que j'ai avec les jeunes, c'est eux qui demandent qu'on structure des dialogues intergénérations pour les guider, pour les aider, pour leur donner des conseils. Donc, il y a plusieurs éléments sur lesquels on peut faire des choses déjà maintenant, très vite, avec pas mal d'impact, mais encore une fois, c'est des choses qui doivent se faire, qui doivent se faire collaborativement. Les dernières suggestions de M. Oualalou, c'est le multilatéralisme. Je reviens à ce que je disais avant. Pour moi, le multilatéralisme, et Madame a raison d'une certaine manière que la plupart des personnes, quand on leur dit le mot multilatéralisme, ils pensent au Conseil de sécurité, ils pensent à l'ONU, ils pensent à des discussions très internationales. Et ça, il faut qu'on parte de ce contexte, de ce concept. Pour moi, c'est absolument important de comprendre qu'une approche multilatérale, c'est à tous les niveaux de société. Ça commence dans le village et l'Assemblée générale et tout ce qu'il y a entre les deux. Et je répète, si on n'arrive pas à structurer ça vite et bien, on va avoir des problèmes à sortir. La gestion des biens communs, bien entendu, et ça fait partie de ça. Quand je parle des objectifs du développement durable, c'est exactement ça, c'est la gestion des biens communs, parce que c'est notre feuille de route totalement intégrée et collaborative. C'est la première fois, je crois, depuis jamais, en tout cas dans notre ère moderne, qu'on s'est donné, et je crois que ceux qui ont signé ce papier et qui l'ont négocié ne se sont pas rendus compte de quel travail extraordinaire ils ont fait, mais ce qui nous ont donné une feuille de route
qui nous donne un plan d'action qui marche dans tous les niveaux, qui marche pour l'individu dans un village comme ça marche un président d'un pays, et qui nous donne le cadre dans lequel on peut travailler d'une manière beaucoup mieux. Je suis aussi d'accord à peu près avec le commentaire sur le monde bipolaire. Le monde est bipolaire pour le moment. Je ne crois pas que ça va durer très très longtemps, parce que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est de plus en plus un réflexe. Par exemple, aujourd'hui, il y a un réflexe qui fait que des pouvoirs de moyenne taille, avec pour le moment l'Australie en tête, se sont mis ensemble pour prendre des décisions au niveau international, où il y a des décisions qui ne se faisaient pas ni par un ni par l'autre des grands. Et donc, on voit aussi dans la décadence, si vous voulez, de l'Empire américain, où des réflexes parmi les pays de moyenne taille et de petite taille sont très intéressants, où de plus en plus, ça les intéresse plus ce qu'ils font ou ce qu'ils disent. Ils prennent leur propre chemin et ils prennent des décisions et ils se mettent ensemble pour travailler ensemble et dans le domaine économique et d'autres. Bon, ça a des limites, bien entendu. Tous ces grands pays ont des pouvoirs, ils ont des armées, etc. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que les relations, les interactions entre tous ces pays est en train de changer d'une manière assez fondamentale. On ne voit pas encore très bien les contours de où ça va aller, mais je ne suis pas sûr que le monde va rester bipolaire très longtemps. Je suis tout à fait d'accord que pour le moment, il n'y a plus d'adultes dans la salle, comme on dit en anglais, adult in the room, et que le rôle de cet adulte aurait dû être et pourrait être l'Europe épaulée par l'Afrique ou l'inverse, mais très certainement l'Europe qui, si elle arrivait à ses ambitions d'unité et d'une union basée sur des valeurs très claires et avec son pouvoir économique qui dépasse et celui de la Chine et celui des États-Unis, pourrait avoir ce rôle de balanceur entre l'Amérique et la Chine, entre l'Amérique et la Russie, et remettre un peu d'ordre et remettre les valeurs en premier plan qu'on est en train de jeter par la fenêtre, et ce qui va nous provoquer des problèmes énormes. Donc, Arnaud a parlé du rôle de l'État. Pour moi, je vais revenir un peu en arrière parce que une des choses que le monde disait, ou beaucoup de dirigeants, beaucoup de gens disaient aussi, académiques, etc., c'est qu'on avait tous les éléments pour faire face aux problèmes existentiels qu'on a aujourd'hui, le climat, la santé, la corruption, etc. Mais qu'est-ce qui manquait? Et c'est chaque fois la même histoire, c'est que la volonté politique manquait. Et moi, je suis de l'avis que l'importance de cette volonté politique des États se diminue de jour en jour. Parce que justement, d'autres acteurs qui en avaient marre d'attendre l'arrivée de cette volonté politique, et ces deux autres acteurs, c'est dans le domaine des affaires, c'est dans la société civile, ce sont les religions, ce sont plein d'autres, ce sont les jeunes, très certainement, on l'a vu sur le climat, prennent de plus en plus d'initiatives et se mettent en avant pour proposer des solutions et mettre à l'écart ces politiciens qui n'arrivent plus à faire le travail comme il faut. Donc là, le rôle de l'État, très certainement, ne va pas disparaître. Et on l'a vu clairement pendant cette pandémie, où beaucoup de pays, beaucoup de citoyens dans beaucoup de pays ont voulu un gouvernement fort pour vraiment contrer ce problème très spécifique de la santé dans leur communauté. Mais ça ne va pas durer éternellement. J'ai dit avant qu'il n'y aura pas de post-Covid, qu'on va devoir vivre avec, parce que ce virus va exister pendant un bon moment. Et même si on trouve un vaccin, ça va prendre un petit moment avant qu'on vaccine 8 milliards de personnes. Mais le fait est que le rôle de l'État diminue chaque jour et il va devoir s'adapter à cette réalité qu'il doit partager et le pouvoir et l'action pour trouver les solutions. Sinon, les solutions ne vont pas arriver, ni d'un côté ni de l'autre.
Donc, c'est vraiment un nouveau monde qu'on est en train de rentrer, dans lequel on est en train de rentrer. Et comme j'ai dit avant, on est entre ces deux chaises, d'une certaine manière, un système westphalien qui est toujours là et qui est sur la défense, un nouveau système multicentrique avec beaucoup plus d'acteurs qui n'est pas défini, qui n'est pas légitimisé encore complètement, mais on est en train de traverser cette transition vers ces modèles de multicentriques et ça va prendre quelques années. On va avoir, j'espère que les bêtises auxquelles j'ai fait allusion au commencement ne seront pas armées, qu'on n'aura pas des guerres, mais je n'exclus pas cette possibilité malheureusement. Le problème, c'est que ce qui nous sauve un peu, c'est le fait qu'on est tellement intégré, cette planète maintenant, les économies et les sociétés sont, la planète est devenue tellement petite que l'effort de démanteler tout ça et l'effet vraiment catastrophique sur toutes les sociétés, inclus sur celles qui essayent de le faire, est tel qu'à un moment donné, la réalité va s'imposer, comme elle le fait toujours, sur nos activités. Merci beaucoup, Michael. Merci infiniment pour cette conclusion qui reprend beaucoup de choses de tout ce que nous avons dit et qui les clarifie encore. Et c'est vrai que le monde est en train de changer sous nos pieds. Simplement, nous avons aussi le choix d'être les acteurs de ce changement, de pouvoir le penser ensemble, et que ce n'est pas simplement d'apporter des réponses, mais aussi des questions, et des questions qui s'inventent entre ces échanges qui se font entre nous. C'est ça qu'on appelle de l'intelligence collective, n'est-ce pas? Le chemin est aussi important que le but, n'est-ce pas? Les bouddhistes disent que les questions sont plus importantes que les réponses. Donc, je crois que c'est dans un mouvement de prise de conscience, d'élargissement de la conscience. Et là, rien que dans cet échange, on a parlé du macro, du micro, de l'État, mais aussi des individus, des personnes, des religions, des villes. On voit bien qu'il y a toute une architecture qui est en train de se recomposer, mais il faudrait pouvoir la penser aujourd'hui et pouvoir l'accompagner. Et c'est bien de cela dont il s'agit dans un travail comme le nôtre. Je remercie vraiment tous ceux qui ont participé, en sachant que j'espère qu'on sera encore tous ensemble, mais que ça va encore se diversifier, s'élargir, avoir une arborescence. On verra la forme, la technologie aussi nous accompagnera pour développer et puis élargir cette conscience collective dans le futur. Si on se dit une fois par mois, je vous invite, si ça vous convient, sinon on changera de date, peut-être le 20 août prochain, le 20 août prochain, mardi, puisque nous pourrons retenir le mardi à 19h, mais on pourra avoir des échanges avant, on pourra faire des petites notes de synthèse. Il y a tellement de pépites, tellement d'idées qui ont été échangées qui sont extrêmement inspirantes. Et puis, encore une fois, ceux qui n'ont pas parlé maintenant parleront la prochaine fois. C'est un cheminement, ce n'est pas quelque chose de ponctuel qui permettra, je l'espère, de jouer ce rôle qui nous incombe de jouer dans la transformation que nous connaissons aujourd'hui. Et vraiment, merci à tous. Merci, Michael, pour ce très, très beau et inspirant, vraiment, exposé. Et puis, évidemment, de tout ce qui s'en est en suivi de ces échanges. Je me permettrai de revenir un petit peu, on va s'écrire ensemble, de manière à ce que peut-être quelqu'un parmi vous, celui qui le souhaitera, fera une présentation à nouveau sur notre thématique, n'est-ce pas, qui pourra être un peu en prolongement, même si elle est différente, mais aussi en prolongement de tout ce que nous avons abordé ensemble. Et encore une fois, merci à tous et je vous souhaite une très, très bonne soirée et à très bientôt. Merci à tous.